Ok, c'est parti pour le résumé de la journée. Et les marchés qui perdent beaucoup aujourd'hui. Là, voilà, malgré les résultats de Nvidia, on va revenir sur Nvidia tout de suite, mais voilà, malgré Nvidia, les marchés qui se sont écroulés, voilà, les craintes de l'inflation, on va pas refaire, voilà, vous connaissez. On a eu malgré tout cela des mauvais rapports par rapport à l'inflation. Et donc la crainte qui a repris les devants. Et donc les marchés qui se stabilisent et qui chutent aujourd'hui. Donc voilà, hein. Malgré cela, les investisseurs vont digérer tout ça. Et il faudra accepter peut-être qu'il n'y aura pas de baisse de taux cette année. Voilà. En tout cas, les marchés sont plutôt rouges pour la totalité, hein. Vous avez que Nvidia ici en vert, ici, qui s'en sort par rapport à ces résultats monstrueux hier. Ils ont largement dépassé les bénéfices et les attentes. Donc voilà, pour Nvidia, il n'y a que Nvidia là qui tente de supporter un peu. Voilà, vous voyez que ici là une image caricaturale, Jensen Huang qui tente de porter Wall Street sur son dos. Voilà, mais malgré cela, la bourse a dévissé, on va dire. Et donc voilà, Nvidia qui ne montre aucun signe de ralentissement de l'IA après une augmentation de plus de 400% de l'activité des centres de données. Donc voilà, c'est principalement les centres de données qui ont alimenté les revenus d'Nvidia. Et donc, voilà, hein, on sait que les centres de données, c'est un marché qui va grossir. C'est ces centres-là où vous voyez remplis de serveurs. Bah, c'est ça l'activité principale de Nvidia. C'est même plus le gaming là avec les cartes graphiques. Ça représente qu'une toute petite partie maintenant du segment d'Nvidia. Ce qui représente la grosse partie, c'est ces centres de données qu'Nvidia Nvidia va alimenter avec ses GPU là pour entraîner l'intelligence artificielle. Voilà, l'inférence en IA, là, l'intelligence artificielle. Et donc, ces deux-là. Et ça, c'est un marché qui va grossir encore, hein. Les centres de données, c'est encore tout petit par rapport à tout ce que l'IA doit, enfin voilà, tout ce que ça va alimenter dans le monde de demain. Voilà. Et la croissance pour Nvidia, j'ai envie de dire, n'en est qu'à ses balbutiements. Malgré qu'ils explosent tout, ils font des 26 milliards de chiffre d'affaires, ce n'est que le début, on va dire. Donc en tout cas, on a ceci qui, voilà, malgré cette ambiance-là des bourses qui baissent avec l'inflation qui reste élevée, tout ça, ou qui persiste, on a au moins Nvidia qui montre la voie, en tout cas. Donc, par contre, Nvidia a explosé de plus 11%, je ne l'ai pas moins dit, mais voilà, j'ai pris mes bénéfices et je vais vous dire juste après, vers la fin de la vidéo, là, quand on va tomber sur l'actualité, sur quel actif j'ai investi. Donc, j'ai pris quasiment 75% de mes bénéfices sur Nvidia et je les ai réalloués sur un autre actif et je vais vous le dire ça après. Donc en tout cas, Nikki Haley, lors de sa présentation, enfin lors de sa première apparition publique là, depuis qu'elle a abandonné là, face à Donald Trump dans le camp républicain, hein, il y avait des primaires républicaines pour savoir qui serait le candidat républicain qui va représenter les républicains pour les élections présidentielles. Et c'était elle la principale opposante à Donald Trump. Donc je sais pas, elle est sortie de nulle part et elle était principale opposante. Moi je pensais que c'était elle, c'était un produit du système démocrate, voilà, qu'ils avaient mis ça comme un peu Valérie Hayé, la candidate européenne là, face à Jordan Bardella. Des personnes qui sortent comme ça d'un coup, qu'on connaît de nulle part. Et donc finalement, elle va soutenir Donald Trump face à Joe Biden, parce qu'elle dit que voilà, c'est par rapport à ce fléau là que les États-Unis connaissent. Ici là, c'est en fait, il y a une invasion, on va dire aux États-Unis de migrants, en tout cas par le sud, par en fait, les pays latinos là qui envahissent les États-Unis. Ça, c'est un sacré problème pour les États-Unis. Même là, le président de la Chambre, là, le speaker, là, Johnson, que vous avez vu à l'écran, il dit, selon nos estimations, près de 17 millions de clandestins ont franchi la frontière depuis l'entrée en fonction de Joe Biden. 17 millions. C'est lui, là, ici, là, le speaker Johnson. Cette personne-là, là, il dit que 17 millions de clandestins ont traversé la frontière. Et en fait, Nikki Haley, justement, elle va voter pour Trump parce qu'il est un peu plus strict par rapport à Joe Biden, qui est une passoire, qui laisse tout passer. Il dit que Biden, c'est une catastrophe au niveau voilà, des frontières, tout ça. Et donc, voilà.
Et ça, c'est un problème pour les États-Unis. Parce que vous savez, hein, plus il y a du monde, plus ça s'entasse, et plus la qualité de vie descend, et plus il y a de problèmes, hein, faut dire la vérité. Donc voilà. Et là, bah, Trump qui obtient le plus grand nombre de voix après l'abandon de ses adversaires. Donc avec 80%. Là, quand on regarde année après année, de 2012, 2016, 2020, 2024, Trump creuse l'écart encore, hein, par rapport aux concurrents qui ont abandonné. Là, Trump enfin, vraiment creuse l'écart là, dans les sondages, dans les chiffres. On a l'impression que c'est bientôt plié avant qu'il y ait les élections. Mais vous connaissez, hein, les sondages, les médias de propagande, ils peuvent amener ça comme une dynamique qui s'inverse. On connaît, hein, les pièges de la propagande, donc faut être prudent. Donc on verra ça. Là, il s'agit en fait d'une performance très forte de la part d'un candidat non sortant. Donc Trump là, qui est parti pour gagner, hein. Donc fortement. Surtout que bon, Biden, on connaît la famille Biden. Ici par exemple le fils Hunter Biden, voilà, qui apparemment aurait menti, hein. Le comité de la Chambre vote pour divulguer les documents de la déposition de Hunter. Affirme qu'il prouve qu'il a menti sous serment. Donc voilà, on sait, hein, que le fils de Biden, il est un peu corrompu, un peu dans des histoires de trafic sexuel ou des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est... lui, Biden, on sait que Joe Biden, il ment aussi. Après, Biden, il est un peu sénile maintenant. Mais voilà, on connaît. Donc, voilà. Bah, on verra, hein, où ça va emmener tout ça. Maintenant, une autre actualité très forte dans la journée, avant de passer aux cryptos et à l'actualité là, des ETF Ethereum. Ici, la Chine qui se prépare apparemment à envahir Taïwan. Donc l'armée est prête ici. Et la Chine, là qui, vous voyez, hein, l'armée, tout ça. Apparemment, la Chine a commencé un exercice militaire autour de Taïwan. Beaucoup pensent que c'est le début d'une invasion de Taïwan. En fait, je crois aussi que c'est le cas. Mais ce ne sera que dans quelques années. Apparemment, bon, là, tout le monde pense que c'est le cas, mais peut-être que ça sera dans quelques années, on ne sait pas. Mais la Chine veut envers Taïwan, elle aura besoin d'au moins 1 million de soldats, probablement plus que ça. Donc je pense qu'elles auront besoin de plus de 10 000 navires. Bon, voilà, il y en a un qui spécule là, sur les soldats que la Chine aurait besoin. Mais en tout cas, l'actualité là est récente et elle est très brûlante puisque là c'est du concret, hein. Apparemment, regardez ici, la Chine a désormais entouré Taïwan par voie maritime et aérienne avec des navires de guerre et des avions. C'est juste un exercice militaire. Mais là, ça se rapproche, hein. Là, c'est fortement encerclé. Quand je vous regardez ici, vous voyez là, ici, tout autour de l'île, tout est encerclé là. Vous voyez ? Donc là, peut-être que la Chine vraiment va passer, hein. Là, c'est de dernière minute, hein, c'est en direct, hein. C'est urgent, c'est des actualités de dernières heures, hein. La Chine a complètement encerclé Taïwan dans toutes les directions. La Chine a actuellement plus de 30 navires et plus de 40 avions de chasse en formation autour de Taïwan. Donc là, c'est soi-disant des exercices militaires. Mais comme la Russie, ça peut être amené à passer à l'offensif dans ce qu'ils vont appeler bien sûr une opération militaire spéciale. Donc c'est sous peu là. Donc là, selon les dernières informations à la journée, hein, ça c'est des informations de dernières heures, selon des sources du ministère chinois de la Défense, l'armée chinoise lancera une attaque sur Taïwan début juin. Donc on est fin mai, début juin, donc c'est dans une semaine, début juin. Donc d'ici la semaine prochaine, peut-être, ou dans les 2 semaines, la Chine, peut-être, selon les sources, hein, officielles, peut-être va envahir Taïwan. Donc, certains disent que ça sera dans plusieurs années, d'autres la semaine prochaine, à voir. Mais en tout cas, là, ça commence à chauffer, là. Ça commence à chauffer. Donc, regardez, hein, là, on voit, par exemple, des images des soldats avec voilà, des chiens robots armés. Donc, ça, c'est des images assez rares. Vous voyez, ici. Donc, bon, ça, je sais pas si c'était autour de Taïwan, mais en tout cas, voilà, l'armée militaire chinoise est prête. Ici et là, il n'y a pas que l'armée chinoise.
Taïwan est en état d'alerte, hein. Et là, ils préparent, hein, les avions de chasse, voilà. Ils se préparent à une défense. Là, des actualités de dernière heure, la mise à jour, hein. Cette actualité, elle date d'il y a 2 3 heures. Le Taïwan en alerte totale. Déploiement de missiles anti-navires. Les forces de défense taïwanaises déploient leurs missiles anti-navires supersoniques Incheon Feng sur la côte pour se préparer à une attaque chinoise. Donc Taïwan est prêt, hein, à ça et est prêt à combattre, hein, à se défendre. Donc bon, ça se rapproche. Après, les États-Unis sont mêlés à tout ça, hein. Bien sûr, ils sont partout. Les États-Unis disent qu'ils entreront en guerre avec la Chine pour garder Taïwan. Donc les États-Unis prêts à défendre Taïwan. Ici, comme vous voyez, l'armée, les troupes américaines à Taïwan en état d'alerte totale. La Chine a encerclé la province rebelle de Taïwan et toutes ses îles pour qu'elles s'appellent à un exercice de punition. Donc la Chine, là, cet exercice militaire qu'ils sont en train de mener autour de Taïwan, ils ont appelé ça un exercice de punition envers Taïwan par rapport aux dernières choses qui s'est passées à Taïwan. Et donc ici, vous voyez, hein, les soldats de l'armée américaine qui sont en état d'alerte pour protéger l'île de Taïwan. Donc voilà, on va suivre cette actualité. D'ici à demain, peut-être que je donnerai d'autres informations par rapport à ça. En tout cas, en Iran, l'Iran là voilà, qui est autour d'Ebrahim Raisi là, qui au funérailles, des milliers d'Iraniens scandent mort à l'Amérique, au mausolée où Ibrahim Raisi a été enterré. Donc à l'endroit où il a été enterré, vous voyez, hein, des milliers de personnes. Environ 3 millions de personnes sont venues dire au revoir au président iranien dans sa ville natale. Et donc, tous, ils chantent mort à l'Amérique, ici, là. Donc, vous voyez que les États-Unis ont beaucoup à faire, là. Ont fort à faire, ou en tout cas des ennemis, hein, en tout cas, dans le monde. Donc voilà, et en attendant, de l'autre côté, la Russie qui menace de frapper directement des cibles militaires britanniques, voire françaises. Poutine a menacé, hein, ou a prévenu, hein, Rishi Sunak et Emmanuel Macron que les cibles voilà, otaniennes ou des cibles européennes, enfin en tout cas des matériaux ou des matériels britanniques ou français seraient pris pour cible, hein, s'ils étaient en territoire ukrainien. Donc voilà. Et la Russie qui bombarde fortement, hein, qui est à l'offensif à Kharkiv. Donc voilà, voilà une attaque extrêmement brutale, ils appellent ça. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, on va passer aux monnaies, tout ça. Et donc, les futures monnaies, là, les CBDC, là, ces futures monnaies numériques des banques centrales, parce que c'est la suite logique des monnaies, là, des devises, là, des monnaies papier ou des pièces. Normalement, la suite logique serait les monnaies numériques que les banques centrales émettraient pour qu'on commerce avec. Bah, ce qu'on appelle des CBDC ou MNBC en français. Donc CBDC, Central Bank Digital Currency. Et en français, monnaie numérique des banques centrales, MNBC. Donc ça, c'est les monnaies que les banques centrales prévoient voilà, de nous proposer. Et on pourrait être mangé à cette sauce-là, mais contre toute attente, et même Paul de Crypto Formation a déclaré que voilà, j'aurais pas cru à ce scénario, j'aurais pas cru que ce scénario serait possible. Moi non plus, je pensais pas que les États-Unis, hein, qui sont, voilà, c'est eux qui veulent contrôler le monde, qui veulent tout contrôler. Je pensais que les États-Unis utiliseraient les CBDC pour contrôler sa population. Donc ces monnaies numériques pour tracer sa population. Et bah, contre toute entente, bah, les membres de la Chambre des représentants des USA ont adopté un projet de loi qui empêche la Fed justement de créer ces CBDC. Voilà, parce qu'il dit justement que ça a trop contrôlé. Donc ça a ne plus rien y comprendre. Peut-être les complotistes diraient que voilà, justement, ils vont essayer de nous contrôler. Et finalement, bah, des gens qui se battent, les membres de la Chambre, les sénateurs, les choses comme ça, se battent pour supprimer ça, pour pas que les Américains contrôlent leur population. Donc, finalement, extrême bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle, ça. Et le projet de loi interdisant donc à la Réserve fédérale d'émettre une CBDC est adopté justement par la Chambre. Donc très bien, hein. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour la crypto. Puisque si c'est pas les CBDC, ça sera peut-être les stablecoins ou les cryptos qui prendront la place, avec quoi on commercera. Et donc ça c'est une nouvelle forte pour la crypto. Une très bonne nouvelle. Et donc voilà, la Chambre des représentants adopte un projet de loi interdisant à la Réserve fédérale de créer une CBDC. Et donc les législateurs ont voté pour 216 voix contre 192. Donc il y a eu 216 voix pour interdire ça contre 192 qui étaient voilà, pour autoriser les CBDC. Donc il y a un petit écart quand même.
Donc, bon, bah tant mieux, hein, tant mieux. Et on sera peut-être mangé à sauce crypto ou stablecoin, vous voyez. Donc, moi, je préfère cela. Donc, tant mieux. Et ce qui est bizarre, c'est que depuis, ça doit être certainement politique, hein, mais les démocrates sont en train de complètement revoir leurs choses par rapport à la crypto. Même Nancy Pelosi, hein, qui est de la bande à Joe Biden, à Gary Gensler, là, qui sont un peu anti-crypto. Bah même elle, là, il y a eu un projet de loi là, hier qui a été adopté qui va en faveur des cryptos, hein. Comme quoi les cryptos seraient sous la juridiction de la CFTC, donc ceux qui gèrent les matières premières, les trucs comme ça. C'est une très bonne nouvelle pour la crypto, là, que la crypto soit sous cette juridiction plutôt que la juridiction de la SEC. La SEC va plutôt s'occuper de la partie trading, la perpétuale, voilà, et tout ça. Et donc même Nancy Pelosi a voté en faveur de cette loi-là. Alors qu'elle, normalement, elle est dans la bande des anti-crypto. Là, elle a voté en faveur. Donc, elle est pour cela, pour l'adoption des cryptos et tout ça. Donc, tout est en train de se retourner. C'est bizarre, hein. J'ai l'impression que les démocrates, là, font ça politiquement pour, en fait, on va dire, s'attirer les faveurs des partisans et de la population, tout ça, en allant en faveur de la crypto. C'est un retournement complet. C'est pour ça que par rapport aux ETF Ethereum, on a un revirement de situation. Et les ETF, normalement, c'est la date. La date, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, à 22 heures, on devait avoir une réponse par rapport à l'acceptation des ETF Ethereum Spot. Là, il est 23h20. Donc, on a passé, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles encore. Donc, voilà, l'annonce de la SEC au sujet des ETF Spot est attendue aujourd'hui aux alentours des 22 heures, heure de Paris. Là, à l'heure où j'enregistre, c'est 23h20. Donc, j'ai attendu, peut-être que, voilà, j'ai attendu 22 heures. Il s'est rien. Les nouvelles, pour l'instant, se font attendre. Donc, tout le monde attend, hein. Tous les regards sont rivés sur la décision de la SEC. Même Gary Gensler a déclaré plus tôt dans la journée rester à l'affût par rapport à la décision. Il a déclaré ça tout à l'heure. Et là, voilà. Par contre, voilà, tous les regards, en fait, tout le monde est suspendu. Même Ethereum, les cryptos là, ont de la volatilité. Il y a de la crainte. Justement parce que, attention à un crash, hein, des cryptos si la SEC n'approuve pas les ETF ce jeudi. Donc, si jamais on aurait un refus, les marchés pourraient connaître un fort crash. Donc, il y a une tension là sur les marchés crypto. Tout le monde est suspendu à ça. Et tout le monde attend. Et là, il est 23 heures passées. On n'a toujours pas de nouvelles. Les spéculateurs sur Polymarket. Polymarket, c'est une plateforme très reconnue de paris. On peut parier sur n'importe quoi. Et là-bas, les parieurs parient ils ont parié plus de 10 millions sur l'ensemble, hein, des gens qui ont parié. Plus de 10 millions de dollars sur l'approbation de l'ETF spot avec 65% de chances que ça se produise. Donc voilà, énormément de gens ont parié pour plus de 10 millions au total de dollars, hein, que Ethereum serait accepté. Et là, ils donnent des chances comme 65% de chances. Maintenant, là, on attend. La décision devait tomber aux alentours de 22 heures. Là, ça, c'est les dernières nouvelles, hein. Regardez ça. À l'heure où j'ai sélectionné ce tweet, c'est 22h30. Vous voyez, le 23 mai à 22h30 que ce tweet est sorti. Donc après 22 heures. Donc Ethereum Spot, Eric Balchunas, donc un célèbre analyste de Bloomberg, indique qu'il ne serait pas étonnant que la décision soit quelque peu retardée, mais sans rien pouvoir affirmer pour autant. Donc l'attente se fait longue. Tout le monde attend. Donc là, il dit que ça peut être retardé parce qu'ils sont en train de rédiger justement l'acceptation. Ils vont faire un communiqué, mais ça prend du temps. Et donc, tout le monde est suspendu, hein. Aux États-Unis, il doit être 18h, 19h par là, ou 16, 17. On est en fin d'après-midi, début de soirée là. Et donc, voilà, ici, il est tard en France, mais là-bas, peut-être dans la soirée, ça va être communiqué. Donc, tout le monde attend ça. Donc, bien que cela ne soit pas confirmé, un petit délai n'est pas si étonnant. Il est donc possible qu'ils aient besoin de finir de la rédiger. Donc, de rédiger, justement, comme je vous l'ai dit là. Cela dit, tout ce que nous avons entendu indique qu'il sera approuvé. Donc, selon Eric Balchunas, l'analyse de Bloomberg. Donc, voilà, selon lui, il a beaucoup d'informations, hein. Selon lui, ça va être approuvé. Maintenant, c'est juste une question de temps là. Ils sont en train de peut-être de rédiger ça, de préparer le communiqué comme de l'annonce, tout ça là. Donc on verra ça. Là, on a eu un tweet. Ça, c'est à 22h52. Hein. Et moi, il est 23h24. Donc c'était il y a à peu près une demi-heure ce tweet.
Voilà, on a Van Eck, hein, qui est l'un des émetteurs là, qui veut proposer les ETF Ethereum Spot, qui est en tête de liste, hein, pour l'acceptation. Van Eck qui a fait un tweet et ils ont dit étudier, ne jamais abandonner. Donc voilà, le compte officiel de Van Eck partage un tweet étrange en pleine deadline de la décision de son ETF Ethereum. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde là, on est au moindre détail là. Tout le monde cherche à attendre de voir qu'est-ce que... Voilà, même les tweets voilà, qui disent des choses indirectes, tout le monde cherche à savoir, voilà, avoir les réponses pour spéculer, pour trader, voilà, pour toutes ces choses. Donc on attend par rapport à ça. Moi, comme vous le savez, j'ai troqué tous mes bitcoins en Ethereum, hein. Je joue à fond ce narratif de l'acceptation des ETF Ethereum Spot. Donc, j'attends ça. La politique donc a joué un grand rôle là dans les discussions soudaines et inattendues entre la SEC et les candidats Ethereum Spot. Donc vous voyez que tout ça c'est politique, hein. Ce revirement d'un coup, hein. Personne n'attendait que les ETF soient acceptés maintenant. Tout le monde pensait que ça allait être dans 3 mois, moi y compris, hein. Je pensais que ça allait être à la fin de l'été ou des choses comme ça. Et d'un coup d'un seul, la SEC cette semaine a annoncé ou d'ici la semaine dernière là, a annoncé que voilà, ils accepteraient les ETF. Et aujourd'hui, il y a encore 1 ou 2 semaines, si on nous aurait dit que là, ça serait accepté, que tout le monde attend que ce soit accepté, on n'y aurait pas cru. Et là, tout le monde attend maintenant cette décision. Donc, c'est très rapide. Et là, tout le monde sait que c'est une décision politique. Donc, le camp Biden, Gensler, Pelosi, là, ils sont en train d'amadouer, ils sont en train de se mettre dans le camp de la crypto pour avoir les faveurs, voilà, peut-être de la communauté crypto, des choses comme ça. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, en tout cas, quand on regarde le prix d'Ethereum, il est pas face au Bitcoin, hein. Là, c'est Ethereum pas face au dollar, mais face au Bitcoin. Là, on est dans un moment où on va casser et fortement exploser. Et même la all season, là, on sent que c'est proche de décoller. Donc, non seulement Ethereum plus les altcoins. Quand on regarde, on a cassé ce triangle-là, descendant, là, ici. Et on sent que ça va décoller. Ethereum face à Bitcoin, hein. Donc, Bitcoin risque de perdre énormément de force par rapport à Ethereum. Et voilà pourquoi moi, je joue ce pari-là, que Ethereum va surperformer largement Bitcoin. Et ça va être là autour d'Ethereum. C'est Ethereum qui va avoir un afflux massif de liquidité. Et donc, c'est pour ça que faute de cash, hein, parce que si j'aurais eu des moyens là, j'aurais laissé mon investissement sur Bitcoin et j'aurais mis d'autres moyens sur Ethereum. Mais faute de cash, bah, j'ai troqué mes fonds de Bitcoin à Ethereum. Mais j'aurais voulu garder sur Bitcoin puisque Bitcoin là, il y a un retour de la liquidité là, des ETF Bitcoin Spot. Et comme il y a un retour, bah, le prix du Bitcoin va s'apprécier aussi, je le sais. Mais là, faute de cash, faute de moyens, bah, j'ai troqué mes Bitcoins contre Ethereum pour maximiser mes gains, on va dire. Donc voilà par rapport à ça. Donc là, il y a déjà une spéculation autour du prochain ETF. Après que, voilà, comme tout le monde voit déjà Ethereum être accepté, là, les analystes là, ou les journalistes là, de CNBC placent déjà Solana comme le prochain candidat d'ETF. Donc c'est pour ça que j'ai laissé aussi mes fonds sur Solana. C'est que Solana, il va y avoir un autre narratif. Non seulement le réseau est très utilisé, mais en plus de ça, il va y avoir le narratif comme quoi Solana va avoir son ETF. Et ce narratif va amener de la spéculation sur Solana et va amener le prix du sol à prendre de la valeur. Toute cette spéculation va renforcer le Solana. C'est pour ça que je reste placé aussi sur Solana. Donc Solana pourrait être le prochain. Et certains parlent aussi de Chainlink. Comme les prochains ETF. Donc Solana et Chainlink à venir. Et ensuite peut-être Ripple. Donc on verra ça. Et donc voilà. Maintenant pour le Bitcoin aussi, hein, faut pas oublier le Bitcoin puisque c'est le Bitcoin, hein, qui alimentera toujours le marché crypto. On est sur une phase où on est proche de péter les résistances et d'aller réellement à plus de 70 et 85K. Bien sûr là, le catalyseur qui va pousser à ça, bien sûr, c'est les ETF Ethereum Spot. Donc tous les regards sont sur Ethereum. C'est Ethereum qui va insuffler un nouvel élan là au Bitcoin.
Mais voilà, pour l'instant, le Bitcoin, il faut surveiller de près. Parce que quand il va casser, il va amener le marché aussi. Mais on attend que c'est Ethereum qui insuffle cette vibes-là. Donc on verra ça. Donc maintenant, quand on regarde dans les faits, le Bitcoin est en train de former ce qu'on appelle le schéma de Wyckoff, le très, très célèbre schéma là que vous voyez ici, là, en blanc, en une sorte de range. Voilà, on chute, on range et ensuite on remonte. Donc là, on est en train de faire ça avec le Bitcoin. Et on n'est pas loin d'être... Là, on est dans la phase D, là, ici. Et on n'est pas loin de partir à la hausse pour la phase E, là. Vous voyez? Donc là, on y est presque parti, là, pour le Bitcoin. Donc on verra ça, en tout cas. Maintenant, Coinbase, le trading de XRP. Donc on sent qu'on est sur la fin, là, des combats face à la SEC. Que ce soit pour Coinbase, pour Ripple, XRP, pour les cryptos de manière générale, la SEC, on dirait que la SEC est quasiment vaincue. Et Coinbase anticipe en tradant, en remettant le Ripple là. En tout cas, pour les résidents de New York, tous ceux qui sont à New York pourront trader depuis Coinbase le XRP. Donc voilà, c'est Paul Grewal, hein, l'un des membres fondateurs là, de Coinbase, qui l'a déclaré. Donc le trading de XRP sur Coinbase est à nouveau disponible à New York. Nous vous avons entendu et travaillé en partenariat avec l'État pour que ce soit à nouveau possible. Donc Ripple qui va alimenter la spéculation là. Quand Ripple va gagner, il risque d'avoir une forte provenance de liquidité. En fait, beaucoup de gens vont investir sur Ripple. C'est l'un des plus gros projets. Hein. Après Bitcoin et Ethereum, c'est le plus gros projet de la blockchain, hein, même devant Solana. Ripple, c'est vraiment un mastodonte. Et donc, voilà, Ripple est proposé par Coinbase. Coinbase qui propose les mêmes codes maintenant dans les perpétuels, dans le trading. Et donc voilà. Et tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais vendu 75% de mes actions Nvidia. Parce que là, ça a fait une autre performance, ça a explosé de plus 11% aujourd'hui. Donc j'ai largement fait des gains dans la journée. Et j'ai récupéré 75% de bénéfices sur Nvidia. J'ai vendu pour 75% et j'ai réalloué ça sur Coinbase. Tout le gain, je l'ai réalloué sur Coinbase. Pourquoi? Parce que Coinbase a fortement augmenté la dernière fois et c'est apprécié par rapport à que Coinbase apporte de la valeur dans le sens où c'est Coinbase qui fait le pont par rapport aux ETF là. En fait, c'est Coinbase le dépositaire. En fait, c'est eux qui conservent qui détiennent en tout cas les cryptos pour les émetteurs d'ETF, on va dire. Quand par exemple BlackRock va proposer des bitcoins à leurs clients, ils vont acheter du bitcoin pour leurs clients, et bien ils vont les détenir et ils vont les conserver sur Coinbase et pas chez eux. C'est Coinbase qui est en partenariat et pour l'ensemble de tous les émetteurs. Et on a vu Coinbase fortement exploser quand les ETF Bitcoin Spot ont été acceptés. Il y a une forte spéculation de forts achats d'ETF et c'est Coinbase qui s'est le plus apprécié. Et bien ce narratif va à nouveau recommencer avec les ETF Ethereum Spot. Là, j'anticipe que Coinbase va connaître beaucoup de volume par rapport à l'énorme voilà, volume de liquidité qui va venir pour acheter sur les marchés boursiers, là, pour acheter des ETF. Bah, les émetteurs vont s'appuyer sur Coinbase pour détenir et acheter des cryptos. Et donc, je vois bien Coinbase s'apprécier. Ce matin, j'ai étudié la Coinbase, Robinhood, Binance, qui va le plus s'apprécier. Et là, dans mes études de recherche, j'ai bien l'impression que c'est Coinbase qui va capturer toute la valeur. Robinhood, c'est plus les particuliers, mais quand il y a une forte hype, quand ça trade beaucoup, quand il y a une forte hausse des cryptos, Robinhood s'apprécie quand il y a une forte hype et quand beaucoup de gens spéculent sur les mêmes coins et tout ça, quand il y a le retour des NFT un peu. Là, à ce moment-là, Robinhood s'apprécie. Mais là c'est d'abord les ETF qui vont connaître une hype là, avec les ETF Ethereum. Donc c'est Coinbase qui va d'abord prendre le plus de valeur. Et c'est pour ça que j'ai fait le pari de Coinbase là. J'ai réalloué tout sur Coinbase. On verra si ça passe ou pas. Je vous le dirai si ça prend ou pas. Donc voilà par rapport à ça. Et on finit par ça. Donc là, quand on regarde aux États-Unis les top applications de finance, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sûr Cash App, hein, l'application de Jack Dorsey. Là. Jack Dorsey, c'est celui qui a créé Twitter. Bah, il a une autre application qui s'appelle Cash App.
Et c'est une appli à tout faire. Une appli pour s'envoyer des fonds rapidement, voilà, de manière intuitive, tout ça. Donc Cash App numéro 1, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que Phantom, ce qui est un wallet, qui est un portefeuille, une extension en fait, voilà, pour accéder aux DApps, aux services sur la blockchain, bah, ou aux services de la finance, des choses comme ça. Eh bien, Phantom, depuis Phantom, on peut accéder à tout, hein, tout ce qui est dans l'écosystème, principalement Solana, puisque Phantom, c'est le portefeuille de l'écosystème Solana, mais aussi maintenant de Ethereum et Bitcoin. Et depuis, en fait, Phantom, on va pouvoir accéder à ces réseaux-là et aller utiliser les services de la blockchain, depuis les réseaux Ethereum, Bitcoin et Solana. Et donc, ça a dépassé même PayPal. En termes d'appli téléchargée, tout ça. Et moi, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est une énorme nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, pour moi, je vois bien l'adoption de masse. Hein. Voilà, parce que pour se familiariser avec la blockchain ou Web3, ça va y aller doucement. Il va falloir familiariser les gens avec ça. Et bah, je pense que l'adoption va y aller lentement par les jeunes, hein, mais par rapport à justement aux gens qui vont télécharger cette appli, la Phantom, qui vont commencer à acheter des cryptos ou accéder à des services de la DeFi ou de la blockchain, voilà, qui vont commencer petit à petit. Et ça va se faire par l'expérience mobile. Par le mobile, tout ça petit à petit. C'est pour ça que j'adore Solana. Solana, ils ont déjà un téléphone Web3 et avec Phantom qui a intégré tout ça, Solana va être aux avant-postes pour l'adoption massive. Et la blockchain est prête là. Et bientôt avec FireDancer, Solana qui va gérer 1 million de transactions. J'ai l'impression que Solana est bien plus prêt que Ethereum. Donc on va voir qui va être le plus prêt. Mais voilà, en ce moment il y a une guerre surtout entre Solana et Base, la Layer 2 de la couche 2 sur Ethereum. Base qui est un réseau qui appartient justement à Coinbase. Ça aussi c'est un autre narratif que je joue, hein, par rapport à Coinbase. Sa blockchain Base est très prisée. Et ça fait les affaires de Coinbase et de l'action Coinbase. Donc voilà, en tout cas, voilà, l'adoption va arriver par le mobile et par Phantom, par les portefeuilles, tout ça. Et donc voilà, on verra. C'est tout pour l'actualité du jour. Donc on se tient en courant, hein, pour d'autres vidéos. Et voilà, on va suivre l'invasion peut-être de Taïwan par la Chine. Comment les actions en bourse vont réagir par rapport à l'inflation. Est-ce que Nvidia va réussir dans un second temps à relancer un peu les marchés, tout ça. Et les cryptos, bah, je vais voir là sur Twitter si est-ce qu'il y a une nouvelle qui est sortie de dernière minute avant de quitter la vidéo. Donc, je recharge. La SEC, voilà, approuve les ETF. Donc, vous voyez ça, c'est fait. Ça y est, la SEC approuve les ETF. Donc, c'est en live. Enfin, c'est sur la vidéo. C'est une vidéo enregistrée. Mais il va y avoir rapidement, peut-être dans la foulée, un live. Soit un live, je fais un live dans la foulée. Ou soit vous avez en direct, enfin, en tout cas, sur cette vidéo, l'acceptation. Donc, je vais peut-être faire une autre vidéo. On en termine là, en tout cas. Et donc, voilà. Un document de la SEC ici dévoile. Voilà. Bon, ça casse un peu ma vidéo parce que je disais décision imminente. Quand je vais sortir la vidéo, la SEC aura validé. Mais peut-être que je vais changer le titre. On va voir ça. Mais en tout cas, voilà, c'est accepté. Donc, il y aura une vidéo peut-être live dans la foulée. Je vais voir ça. Donc, voilà, Spartiate. Très, très bonne nouvelle. On va voir comment les cryptos s'apprécient. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a ? Bon, Ethereum, bon, il n'y a pas eu encore trop de mouvements, mais dans la nuit, ça va peut-être chauffer. Donc, on va suivre ça de près en tout cas. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve rapidement pour une autre vidéo là, pour parler de tout ça. Spartiate, force à nous, hein. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Allez, à plus.